On finit ce chapitre sur les fonctions avec la correction de l'exercice 9, une histoire d'alibi. Les agents Olivier Binson et Javod Staber arrivent près d'un parc au bord de l'Hudson River, fleuve d'Amérique traversant New York. C'est Garner, le médecin légiste, qui leur fait l'état des lieux. Jeune femme de type européenne et d'environ 25 ans, retrouvée morte dans l'Hudson ce matin par des pêcheurs. Elle a un traumatisme crânien provoqué vraisemblablement par un objet en bois. On a récupéré des fibres dans son cuir chevelu. Son corps a ensuite été jeté dans la rivière. De quoi est-elle morte? Y a-t-il eu des traces de viol? La présence d'eau dans ses poumons révèle qu'elle était encore en vie après avoir subi le traumatisme crânien. Elle respirait encore lorsqu'elle a été jetée dans l'Hudson jusqu'à ce qu'elle se noie. Aucune trace de lésion vaginale ou rectale constatée. Pourquoi nous avoir appelés alors? On s'occupe des crimes sexuels uniquement. La brigade criminelle sera ravie de récupérer le dossier. Pas si vite, Javot. On a récupéré des traces d'ADN sous les ongles de la victime. On les a ensuite rentrées dans l'ordinateur et ça a matché. Le suspect principal est Victor Ramirez. Impossible! On a coincé cette pourriture il y a 15 ans suite à un appel anonyme pour le dénoncer et il a écopé de 35 ans d'emprisonnement. C'est exact. Il est sorti il y a à peine 1 mois pour bonne conduite. Vous le connaissez mieux que la brigade criminelle. C'est à vous de le faire tomber. L'ADN ne suffira pas pour le renvoyer derrière les barreaux. Établissez l'heure du décès. Javot et moi, on va l'interroger sur son planning. Avec un peu de chance, il n'aura pas d'alibi. J'appelle les inspecteurs Crunch et tiens-toi là pour qu'ils aillent perquisitionner son domicile. Si on retrouve l'arme du crime, la substitut du procureur Alessandra Radot gagnera le procès sans même lever le petit doigt. Sur la route qui mène au travail de Ramirez, Binson reçoit un appel. « Salut Olivier, c'est Crunch. Ça se resserre pour Ramirez. On vient de trouver une batte de baseball cassée à son domicile. Il a pris soin de nettoyer les traces de sang, mais le labo devrait confirmer que les fibres retrouvées sur le crâne de la victime sont bien celles de la batte. Vous n'avez plus qu'à trouver un trou dans son emploi du temps à l'heure du crime et c'est fini. » Ok, merci John. Je te laisse, j'ai un double appel, c'est Garner. Bonjour Olivier, j'ai mesuré la température interne du cadavre, 17 degrés. Je l'ai ensuite comparé avec la courbe des températures de refroidissement cadavérique en fonction du temps en heure après le décès. Votre victime est morte il y a... Alors, première question, au vu de la courbe ci-compte, donc représentant la température interne d'un cadavre en fonction du temps écoulé après le décès, estimez depuis combien de temps la jeune femme est morte. Alors, on sait que sa température cadavérique, c'est de 17 degrés. Donc 17, bah, tu vois, c'est ici, entre 16 et 18. Hop, donc on va aller ici regarder. Voilà, on cherche dans ce sens, donc l'intersection avec ici la courbe. Et puis, on va aller lire, du coup, l'abscisse correspondante. Hop. Et on est donc ici. Alors tu vois, on est un petit peu avant la moitié de 25 et entre 25 et 30. Donc entre 25 et 30, on serait à 27,5. On est juste avant, allez, on va estimer à 27. Donc on va dire que eh bien, la jeune femme est morte il y a 27 heures. Hop là. Donc, question 2. Sachant qu'on est le 5 septembre et qu'il est 17h30, établir une estimation de la date et de l'heure du décès. Alors, il est 17h30. Si on remonte le temps de 17h30 jusqu'à minuit, il s'est donc écoulé 17h30. Nous, on veut remonter jusqu'à 27h. Donc, de minuit, on va encore reculer de 9h30. Comme ça, on aura reculé de 17h30 plus 9h30, ça fera bien 27h. Et à minuit, si on recule de 9h30, eh bien, on est donc le 4 septembre à 14h30. Donc, elle serait décédée le 4 septembre à 14h30. Après un interrogatoire musclé, Staber obtient le planning suivant pour la journée du 4 septembre. Donc 8h-12h, travail, confirmé par le patron. 12h-13h, pause repas, confirmé par les collègues. 13h-18h, travail, confirmé par le patron. 18h-20h45, bar, et confirmé par le serveur. 20h45, 21h, il est rentré chez lui avec un ami et ça a été confirmé par l'ami. Et ensuite, 21h-7h, il a dormi chez lui. Donc nous, tu vois, l'heure des crimes, on l'estime à 14h30. Donc vraisemblablement, il est au travail et son patron peut nous le confirmer. Alors, suite à la confirmation de l'alibi, l'inspecteur Binson passe un appel au médecin Garner. Garner, on a un problème. Ramirez n'a pas pu tuer notre victime. Il était au travail à l'heure du crime et il va s'en tirer. Je n'en suis pas si sûre, Olivier.
J'avais oublié de prendre en compte l'état dans lequel on a retrouvé notre victime. Elle était nue et a passé tout son temps dans l'Hudson, qui est à 13 degrés la nuit. Ça a accéléré le processus de refroidissement cadavérique. Cette accélération peut être modélisée par la fonction f de x égale 0,7x. Si vous remplacez x par le temps obtenu précédemment avec la courbe, f de x sera le temps réel passé depuis son décès. Parfait. Merci Garner. J'établis l'heure réelle du décès tout de suite et j'appelle Radot. Alors, pendant combien de temps la victime a-t-elle flotté dans l'Hudson? Donc, on nous dit que pour déterminer donc, le temps réel, il va falloir qu'on calcule f de x, sachant que nous, x vaut 27. Donc, on calcule tout simplement f de 27, ce qui revient à faire 0,7 fois 27. Alors, 7 fois 27, ça fait 189. Donc, 0,7 fois 27, eh bien, ça fait 18,9. Donc ça veut dire que notre victime est morte, enfin elle flotte dans l'Hudson depuis 18,9 heures. Alors attention, on va décomposer. Alors on va écrire déjà que elle flotte dans l'Hudson depuis donc 18,9 heures et on va donner ce temps en heures minutes. 18,9 heures c'est 18 heures plus 0,9 heures. Et ce 0,9 heures là, on va le basculer en minutes puisque je n'ai pas ici, en fait j'ai un temps qui est inférieur à 1 heure. Donc je vais le convertir en minutes. Pour passer des heures aux minutes, on fait x 60. 0,9 fois 60, ça nous donne donc 54 minutes. Donc 18 heures et 54 minutes. Ok, alors ensuite on continue. À quelle heure est réellement morte la victime? Ramirez a-t-il un alibi qui peut être confirmé à 7 heures? Donc finalement, on sait qu'elle flotte dans l'Hudson depuis 18h54. Donc on va retrouver l'heure de son décès. Alors on remonte le temps comme on a fait tout à l'heure. Alors, nous, on veut remonter jusqu'à 18h54. Alors 17h30, si je recule de 54 minutes, eh bien il est 16h36. Ensuite, 16h36, je vais remonter jusqu'à minuit 36. Hop, donc là, il s'est écoulé 16 heures. Donc j'ai déjà remonté le temps de 16 heures et 54 minutes. Nous, on veut remonter de 18h54. Donc il faut encore que je recule de 2 heures. Et minuit 36, si on recule de 2 heures, on arrive donc à 22h36 minutes. Hop, donc la victime est morte à 22h36 minutes. Alors, est-ce que Ramirez a un alibi qui peut être confirmé à cette heure-ci? Eh bien, tu vois, 22h36, on sait qu'il est chez lui, mais il n'y a personne pour le confirmer. Donc là, on n'a pas d'alibi qui peut être confirmé pour cette heure-ci. Alors, suite de l'histoire. Bonjour Olivier, c'est encore Garner. J'ai analysé les fibres de bois retrouvées sur la victime. Les eaux de l'Hudson ont dénaturé la composition du bois, mais je peux affirmer que le vernis présent sur les fibres est le même que celui de la batte. J'ai aussi retrouvé d'infimes particules de sang que notre tueur n'a pas réussi à effacer. On tient l'arme du crime. On a aussi retrouvé une sorte de message codé dans le portable de la victime venant de Ramirez. Je vous le transmets. Peut-être qu'il expliquera le mobile du crime. À vous de jouer. Bien reçu Mélina. Merci pour votre travail. On s'occupe du décryptage avec Javot. Donc question 5. Décrypte le message de Ramirez envoyé à la victime afin de comprendre le mobile du meurtre. Alors, tu as le message codé qui est ici. Je t'ai fait un tableau ici dans lequel j'ai numéroté les lettres de l'alphabet, donc de 1 à 26. Et ensuite, ici, tu as un tableau de valeurs de la fonction de décryptage. Alors, là, ici, tu as les valeurs de x, donc en fonction des lettres de 1 à 26, et tu as la valeur de l'image correspondante à chaque fois. Donc, comment on procède? La première lettre cryptée ici, c'est un E. E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. Donc, pour décoder le E, je vais calculer l'image de 5 par la fonction f. Et il se trouve que l'image de 5 par la fonction f, c'est 10. Et la 10e lettre de l'alphabet, c'est un J. Donc, tous les E sont en fait des J. Ensuite, on continue. G, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Donc, on va calculer l'image de 7 par la fonction f, c'est 5. Et 5, ça correspond à un E. Donc, tous les G sont des E. Voilà.
Et on poursuit comme ça pour tout le reste. Donc C, le C, donc troisième lettre de l'alphabet, tac tac, ça devient 19. Et 19, c'est la lettre S. Donc tous les C sont des S. Ensuite, M. M, c'est la 13e lettre. Hop, 13e lettre, ça se décode donc en la lettre A. Donc tous les M sont des A. Ensuite, bon, en fait, quand tu vas commencer à constituer des mots, tu vas pouvoir deviner, tu vois. Je, S, A, S. Bon, il y a de fortes chances que ce soit je sais. Tu peux regarder quand même. O, c'est 15. L'image de 15 par la fonction F, c'est 9. 9, c'est I. Tous les O sont des I. Voilà. Ensuite, U. Ben, U, tu vois, c'est 21. F de 21, c'est 17. 17, ça correspond à la lettre Q. Voilà, et puis là, bah, tu vois, Q, une lettre manquante, E, c'est forcément un U ici. Là, c'est pareil. On en a un autre ici. Ensuite, donc je sais que Y 25, F de 25, c'est 3. 3, c'est un C. Hop, donc Y, ce sont des C. Alors après, tu vois, c'est pareil. C apostrophe ES, bah, P, c'est forcément un T ici. Hop, donc les P deviennent des T. Voilà. Ensuite, je sais que c'est T, une lettre I. Il y a de fortes chances que le T, ce soit un O. Il faut que ça donne toi. Donc les T, ce sont des O. Hop. Je sais que c'est toi qui Z 26, F de 26, 13, 13, M. Qui m'a. Donc tous les Z, ce sont des M. Ensuite S, S 19, 19. F de 19, tac tac, c'est 2, B. A, première lettre, 12. 12, tac tac tac, L. Donc tu le remplaces, hop. Ensuite K. K, tu vois, c'est 11. F de 11, c'est 14, donc N. Alors là, j'avais oublié. Hop. Y, on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait. Si, c'est un C. Donc, tu vois, je sais que c'est toi qui m'as balancé. Le G, j'avais oublié de le remplacer ici. Je te. Alors, X. X, 24. F de 24, 18. R, je te retrouverai. Donc, le message codé, c'était je sais que c'est toi qui m'as balancé. Je te retrouverai. Allez, fin de l'histoire. Bonjour Radot, c'est Stabber à l'appareil. On a fait tomber l'alibi de Ramirez, retrouvé l'arme du crime à son domicile et découvert le mobile. À vous de faire en sorte maintenant qu'il écope de la perpétuité sans possibilité de sortie provisoire pour je ne sais quel motif. Entendu Stabber, vous avez fait du bon boulot avec votre équipe. Je me charge du reste. Alors toi aussi, sur le même modèle, si tu le souhaites, tu peux créer un message codé. Alors on va prendre au moins 20 mots. Donc de la même façon de la même façon dont Ramirez a codé lui son message. Donc en fait c'est juste une fonction qui permute des lettres. Une fois que c'est fait, eh bien, tu peux envoyer ton message à l'équipe de choc Stabber et Binson à l'adresse mail jebosse.gmail.com. Alors tu fournis pas la fonction de déchiffrement. Ils se débrouilleront et puis s'ils ne sont pas surchargés par d'autres enquêtes, ils te répondront rapidement. Tout est relatif et avec plaisir. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre.